Merci de nous rejoindre pour ce regard croisé. Deuxième temps dans cette journée, deuxième rencontre de la formation immersive. En tout cas, et on a ce matin tenté de répondre à l'occasion du premier regard croisé à une question. Est-ce que la formation immersive est la bonne solution? Bon, on a eu plusieurs pistes. On a vu que les regards pouvaient se croiser et que parfois les avis pouvaient se confronter. En tout cas, et aujourd'hui, maintenant, ici, tout de suite, on va essayer de débattre avec ce parterre d'invités que j'ai le plaisir d'accueillir. On va essayer de répondre à la question concernant cette formation immersive pour savoir si elle représente un vrai atout ou en tout cas un élément attractif pour les métiers parce qu'on parle de difficultés de recrutement, on parle de filières qui ne sont pas sexy, hein, qui ont été peut-être dénigrées pendant des années et aujourd'hui on se rend compte qu'on a du mal à recruter. Est-ce que la formation immersive est une bonne solution? C'est ce qu'on va essayer de regarder tous ensemble si vous voulez bien maintenant. Merci de nous avoir rejoints. Merci également à Aline Beck de nous avoir rejoints. Vous êtes ingénieur de recherche au CESI à Nanterre et c'est important. Et on va commencer par vous dans quelques instants. Mais on a aussi le plaisir d'accueillir celui qui ce matin nous a posé une question un peu piquante. Et c'était pour répondre à l'invitation de Yannick Conseil de faire le poil à gratter finalement. Régis Bichard, vous êtes avec nous. Vous êtes alors CMQ, Région Académique CMQ, c'est ça, vous êtes directeur opérationnel. On fera le titre tout à l'heure si vous voulez bien de ce que vous faites et on en parlera. Et vous êtes venu, pas tout seul, vous êtes venu avec un entrepreneur, l'Arbre Vert. Et c'est Sébastien Doucet. Merci de nous avoir rejoints. Vous représentez l'entreprise l'Arbre Vert. On verra quelle synergie. On parlera de ce qu'une PME au centre du monde, à Saint-Benoît dans le 86, de là où tout démarre finalement. On parlera de ce que vous faites, vous, de ces formations immersives et comment ça a pu peut-être changer votre activité au quotidien. Et puis enfin, merci également, je regarde les noms, je traite à Oscar Linares de nous avoir rejoints. Vous représentez Skinpack. Vous nous parlerez de votre activité, 18 personnes, mais surtout de votre client principal qui est Safran et de voir ce qu'on peut faire avec tout ça, ce que vous en faites. C'est vrai ? Si on parle attractivité, métier, formation, finalement, Aline Beck, j'ai envie de me tourner vers vous. Au CESI, c'est quoi votre projet, vous, par rapport à ces formations immersives et quel regard vous portez par rapport aux évolutions? Parce qu'on parlait tout à l'heure du décalage de génération. Vous les avez en plein, les Z, là, les millennials qui sont là. On a dit ce matin, c'est les rois du jeu vidéo, il faut que ça playe quoi, en permanence. Quel regard en quoi consistent vos recherches, finalement, puis comment vous accompagnez le développement du CESI dans ces projets-là? Que de questions. Alors, je suis responsable d'une plateforme immersive qui est située à Nanterre. Tous les CESI, donc on a 25 campus en France, vont s'équiper de plateformes immersives. Et nous, on investit notamment pour pouvoir donner les moyens les plus à jour possibles à nos apprenants et leur faire pratiquer quelle que soit leur filière. Donc, nous avons des filières informatiques, des filières ingénierie et des filières construction. Et sur tous ces différents métiers, donc nous, on explore les usages des réalités immersives pour toutes ces filières. Et on trouve des cas d'usage déjà validés dans tous ces cas. Donc on travaille en partenariat étroit avec les entreprises parce qu'on a majoritairement des alternants qui vont porter ces technologies au sein des entreprises. Donc on essaye d'en faire un petit peu les pionniers, les vecteurs de diffusion. Et du coup, c'est un double intérêt parce que pour l'entreprise qui peut du coup explorer ces technologies et pour les apprenants qui vont avoir cette nouvelle compétence qui commence à être recherchée. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir en disant on a besoin par exemple d'ingénieurs qui vont porter des projets immersifs. On n'a pas forcément besoin uniquement maintenant de développeurs informatiques pour mener ce type de projet. Il faut une vision un petit peu large avec la capacité de parler à différents types de profils. Et donc, du coup, voilà, on a comme tout à l'heure, on parlait des nouvelles compétences pour les formateurs, et des nouvelles compétences qui sont demandées pour des ingénieurs projets, par exemple. Mais alors, est-ce que la finalité pour vous, c'est de les rendre aptes finalement sur le marché du travail, aptes ou compétents dans ces techniques de formation immersive? Mais est-ce que vous l'utilisez intra-CESI, finalement? Est-ce que vous utilisez les formations immersives pour ces nouvelles générations? Est-ce qu'ils sont demandeurs? On a parlé ce matin du e-learning. On dit, bon, le e-learning, t'envoies la vidéo, tu vas boire un café, nous disait le représentant d'Aval Group qui était là. Ça peut être ça. Est-ce que vous avez déjà franchi le cap, finalement, pour que ça soit à la fois au service de la formation, donc de la montée en compétences, et en même temps qu'ils soient porteurs de bonnes paroles sur l'extérieur? Tout à fait. Oui, effectivement, ils commencent dans cette première phase, donc, où ils vont avoir des premiers contenus de formation immersifs. Donc on a par exemple dans l'école d'ingénieurs des modules où ils vont agencer des postes de travail. Donc du coup ça s'insère dans toute une logique d'industrie 4.0. C'est pas une technologie qu'on isole. L'idée c'est de faire le pont avec d'autres compétences et notamment aussi la 3D. Et du coup ils vont pouvoir pratiquer. Et à cette phase-là on a une double mission. On va former aux technologies immersives mais aussi au contenu, donc tout ce qui est donc agencement en ligne. Et du coup ils vont pouvoir au cours de leur cursus,
avoir différentes formations qui mobilisent ces technologies. Donc réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, donc on couvre toute la XR. Et nous avons également des activités de recherche qui nourrissent ces contenus, également des projets collaboratifs que nous montons avec des organismes à l'échelle régionale ou nationale qui viennent nourrir ces contenus. On parle d'attractivité de recrutement, c'est le cas pour une entreprise, enfin, en tout cas ça résonne tout de suite, mais pour CESI, un organisme de formation, c'est pareil, il faut faire une... Pour nous également, Est-ce que c'est un élément déterminant finalement de dire chez nous il y a de la formation immersive, il y a de la réalité virtuelle, il y a du partage en ligne, c'est un élément déterminant? Tout à fait. Les plateformes donc, on met en place, donc ça fait partie, c'est une des plateformes, mais on en a d'autres. On a des plateformes autour de la cybersécurité, on a des plateformes autour du bâtiment intelligent, on a des plateformes de type Fab Lab, de prototypage rapide. Donc c'est vraiment une dynamique, enfin, il y a un investissement fort qui est fait pour gagner en visibilité, en attractivité. Donc du coup, et nous on s'en sert et on commence à insérer des petits contenus immersifs pendant les JPO pour montrer justement des métiers, des filières. Donc on a fait ça récemment avec la filière expertise du bâtiment. Donc ça joue dans le... En tout cas, ça fait découvrir des filières qui sont peut-être moins connues. Après, ce n'est pas le seul facteur qui va faire qu'un apprenant va choisir une filière. Nos apprenants sont assez pragmatiques. La rémunération à la sortie pèse un petit peu plus. Mais en tout cas, ça peut jouer un petit élément. Ça peut faire la différence, en tout cas, de pouvoir déjà avoir accès à ces formations immersives. Ok, intéressant. On va en reparler ensemble, mais je me tourne vers vous, Oscar Linares. Le métier de Skinpack, c'est quoi à l'origine? Parce que... Alors, ça a bougé un peu. Mais... Alors, Skinpack, nous, on a commencé il y a 6 ans. On a commencé sur un besoin qui émanait de l'aéro, de développer des conditionnements qui résistent aux huiles. Donc voilà, enfin, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais donc on a déposé un brevet pour faire des emballages de pièces sensibles. Et on a été frotté à une problématique, c'est la disponibilité des données. C'est-à-dire que l'engineering ne donne pas ces données 3D à n'importe qui, comme ça. Et donc, on a dû s'équiper de scanners à ce moment-là. On s'est mis à scanner et à capter les données sur place, donc des données extérieures, des données de peau, on va dire, qui ne contiennent pas de tolérancement, pas de matière, pas d'éléments sensibles. Et on s'est mis à en scanner tellement que voilà, on s'est mis à avoir des environnements quasiment complets, quoi. Des moteurs complets, des outillages pour les moteurs complets, etc. Vous aviez même scanné les fameuses datas dont on parlait ce matin, dont on n'a pas forcément besoin, on ne sait pas si on en avait besoin ou pas à l'époque, mais vous aviez déjà les datas. C'est ça. On s'est dit qu'en fait la problématique pour aller là-dessus, c'est d'avoir finalement des données qui soient complètes. Enfin, moi c'est ce que c'est comme ça que je l'ai vu par le biais de Safran. Et j'ai vu une autre problématique, c'est vraiment le cloisonnement des équipes d'engineering. C'est-à-dire cette 3D-là ne sort pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on travaille pour des logisticiens, pour des méthodistes, pour des ergonomes, pour tout un tas de métiers qui sont un peu hors du spectre de l'engineering. Et nous, on va leur redonner l'utilisation à cette donnée-là. Donc vous scannez les données. Oui. Du coup, vous scannez déjà pour Safran à l'époque on scannait pour Safran à l'époque des pièces, des outillages. Et aujourd'hui, on scanne les usines. C'est-à-dire on reproduit complètement les usines en 3D. Donc ce qu'on appelle la maquette BIM, veut dire Building Information Model, c'est le bâtiment vide. C'est avec ses réseaux, ses structures, ses murs, ses toits, ses portes, etc. Et on reproduit tout ce qui est mobilier, machine, à l'intérieur de ces usines. Et donc on se retrouve à avoir la même usine à l'identique. Donc Safran, leur métier, enfin en tout cas la division qui nous intéresse par votre prisme là, c'est les moteurs. Alors c'est la maintenance des moteurs. C'est la maintenance des moteurs. C'est la maintenance des moteurs. Alors nous sur la maintenance, alors on a travaillé sur ce qu'on appelle du kitting, c'est-à-dire on a développé des plateaux à empreinte avec toutes les pièces qu'on a scannées. On a suivi les méthodes de chez Safran pour faire des plateaux qui répondent à un besoin de démontage ou de remontage et qui amènent les pièces dans un ordre spécifique. Donc on a développé quelque part une sorte de maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on a tous les cycles de maintenance d'un moteur qui ressemble quelque part à un moteur de voiture, c'est-à-dire que vous allez au garage, on ne va pas déculasser si vous avez un problème de pompe à eau, enfin voilà, on va suivre des circuits. On est bien dans le virtuel, hein? On est bien dans le virtuel. D'accord, on est dans l'immersif. On est dans le virtuel et dans le physique, c'est-à-dire on a les deux, c'est-à-dire on produit des plateaux physiques qu'on a produit aussi également dans le domaine numérique. Et du coup, on en fait quoi? Et bien, du coup, en fait, ça permet de se projeter. Donc, on a les usines complètes. La problématique de Safran, par exemple, aujourd'hui, il passe de 250 moteurs en entretien annuellement à 1200 d'ici 2026. Donc, toutes les usines sont en mutation. On cherche à gagner des espaces de travail. On cherche à densifier. Et donc, on apporte ces solutions-là par ce biais-là.
On forme, on accompagne ou on Alors, essaye d'envisager une situation qu'on devra rencontrer à un moment donné. C'est quoi l'idée en fait? C'est déjà de se projeter. Demain, on multiplie par 5, hein, grosso modo. Ouais. Donc, on imagine bien qu'en termes de capacité, ça va avoir un impact sensible. Donc l'idée, c'est d'accompagner cette évolution ou c'est d'aller carrément dans l'immersif, dans une situation, demain, on serait là et de voir ce qui se passe. Dans quel sens on prend le truc? En fait, en allant sur le jumeau numérique, on pousse forcément en fait, toutes les problématiques. C'est-à-dire la formation est un élément de la réussite de ce projet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent chercher à voir comment ils vont faire muter cette maquette dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, pour répondre à leurs problématiques de capacité. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'entrants. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui sont formés sur les moteurs et en quantité importante. Et ces outils-là permettent de se plonger dans le même environnement, avec les mêmes gammes, mais en étant dans le full numérique. Donc là, on répond à la question de ce matin. Est-ce que la formation immersive est la bonne solution? Oui, en tout cas, ça permet bien sûr. de démonter un moteur. Je ne suis pas obligé d'arrêter un avion ou n'importe quoi pour pouvoir démonter le moteur. Je peux faire mes plateaux, mes protocoles de recherche. Okay. On fait les mêmes choses, par exemple. Est-ce que pour Safran, c'est déterminant pour les gens qui vont venir intervenir? Génération qui sort peut-être de chez Lindbeck, on ne sait pas, du CESI ou d'ailleurs. Il y en a sûrement. Est-ce que ça va être déterminant pour eux? Parce qu'on a vu la montée en compétences, ok, donc je vais la voir, mais est-ce que c'est déterminant pour eux de pouvoir avoir accès à ces outils-là, à ce moyen-là finalement, pour intégrer Safran plutôt qu'une autre structure, parce que on travaille un peu différemment déjà et on s'appuie sur des technologies nouvelles? Alors, pour moi, le problème de base, c'est vraiment cette disponibilité de données. À partir du moment où il y a les données, on fait tous les contenus possibles. Je pense qu'il y a moult solutions logicielles, etc., qui existent sur le marché. Et des intervenants qui sont formés à ça, mais souvent j'imagine que vous êtes plutôt frotté, aux problématiques de disponibilité de données. Ce qu'on a aujourd'hui fait en restitution auprès de Safran, c'est de fournir la totalité de la donnée. Et quand ils recrutent les personnes qui vont intervenir sur les moteurs Safran, ils leur disent déjà vous allez être formés, parce que si on prend un parcours de... Ça, c'est un technicien de maintenance, je ne sais pas comment on appelle ça, qui n'était pas forcément un métier hyper valorisé finalement, ou pas hyper sexy, ou c'est assez valorisé. C'est assez valorisé. Le fait de pouvoir expérimenter sans prendre de risques, c'est ce que nous disait ce matin à l'Université de Poitiers. On crée une situation de crise et de chaos, on ne prend pas de risque, on met un virus dans le système informatique qui est virtuel, c'est pas grave. Voilà. Là, de pouvoir faire ça, est-ce que d'après vous, de ce que vous regardez, vous en tant que prestataire et fournisseur pour eux, est-ce que ça crée de l'attractivité? Est-ce que ça les rend bankable sur leur marque employeur? Moi, c'est évident, mais je trouve que c'est une stratégie qui est gagnante sur tous les aspects. Moi, je sais que les équipes de Safran sur lesquelles on fournit ça, ils ont une demande incroyable de gens qui veulent intégrer leurs équipes parce qu'on est sur des outils hyper innovants, ça va vite, etc. Ça coûte moins cher, bizarrement, que ce qui était en place. Et moi, j'ai le même sujet chez moi, j'ai pas de problème de recrutement. Parce qu'on a des bons PC, des beaux écrans, on travaille sur des beaux projets. Et voilà, donc moi je trouve que c'est très intéressant pour faire venir des jeunes. En préambule, juste avant que tout le monde arrive, on disait, vous nous partagiez le fait que c'était la technologie du jeu vidéo qui a animé tout ça finalement, qui était le socle de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à... Tiens, question... Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à une génération qui veut gamifier tout ce qu'elle peut et qui du coup arrive à faire le lien gaming-travail? Et je vois à côté de moi, ça commence à bouger comme ça, je sens qu'on va avoir des sujets intéressants et que ça devient un élément déterminant finalement pour recruter et pour se rendre visible sur le marché? Alors je crois qu'il y a ça vraiment dans le fond, hein. Moi je fais partie de la génération Y, tu vois, là, tous les jeunes que j'en ai une bonne partie entre 20 et 25 ans. Ils ont tout de suite compris le sujet, ils rentrent. Et quand on le fait essayer à des personnes un peu plus âgées, on rentre dans un mode contemplatif. C'est-à-dire ils mettent le casque et puis finalement on en oublie de faire le job, quoi. C'est-à-dire c'est quelque part un jouet comme un jeu vidéo. Et alors que les nouvelles générations, je trouve qu'ils s'y mettent vachement bien et ça avance vite, quoi. Ils ont bien compris en fait l'utilité. Et chez le client, on le voit aussi, c'est assez amusant. On va voir ça. On va se tourner vers vous, Régis Bichard, du coup, sur la région académique. Alors, vous êtes le directeur du campus des métiers du numérique et du développement pour la formation professionnelle. J'ai tout dit là ou pas? Alors, vous en avez même rajouté un peu. J'en ai rajouté un peu? Du campus numérique pour la formation professionnelle. Ah ouais, il n'y a pas le développement, mais ça fait partie de son plan d'action. Tout à fait. C'est quoi votre métier? Alors, mon métier, c'est d'animer, d'impulser et de piloter le plan d'action donc, du campus.
les objectifs principaux du campus, c'est en fait de produire et de mutualiser ce qu'on appelait les environnements immersifs d'apprentissage, c'est-à-dire des outils numériques qu'on a définis comme interactifs et immersifs, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, simulation, on en a déjà bien parlé ce matin, pour enrichir la formation professionnelle avec tous les leviers qui ont été bien exposés dans la keynote, notamment, qui finalement font un lien avec ce que nous ont appris les neurosciences récemment sur les leviers de l'apprentissage, donc on peut faire des ponts assez directs entre ces deux éléments-là, et d'utiliser aussi ces outils comme étant des outils de développement de l'attractivité des filières de formation professionnelle, parce que là aussi, on manque d'attractivité, je dirais, à la source pour beaucoup de filières de formation professionnelle. Alors, deux typologies de technologies, de la vidéo 360 principalement, et de la réalité virtuelle avec de l'image 3D. Ok, donc juste pour être sûr que j'ai bien compris, parce que d'un côté, je développe des technologies qui permettent d'aller monter en compétences de façon plus efficace qu'on a eu ce matin. Le processus d'apprentissage peut être plus rapide. On mesure, on fait de la formation personnalisée, de l'accompagnement pour aller lever tous les freins qu'on peut rencontrer. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est rendre visible des secteurs d'activité, des domaines, des métiers qui le sont pas tout de suite, ou en tout cas qui n'attirent pas. Ouais. D'accord. Et on va utiliser des techniques immersives. Alors vous faites quoi par exemple? Parce que vous faites ça comment? Dans votre labo, dans vos écoles, ou vous appuyez sur des entreprises locales? Non, cette année on est parti sur des offres sur étagère, on va dire, donc des offres déjà existantes, avec des éditeurs de contenu, principalement vidéo 360, et on a testé auprès de 11 collèges sur l'Académie de Poitiers. Puisque la découverte des métiers, vous le savez, ça doit se travailler quand même assez tôt. Alors elle est même institutionnalisée dans nos programmes de formation à partir de la classe de 5e désormais, avec un programme qui se déroule 5e, 4e, 3e. Voilà. Et avec des contenus qui montent, je dirais, en densité. Et j'ai participé vendredi de la semaine dernière, donc c'est tout chaud. Un retour d'expérience, il y avait une dizaine d'enseignants qui avaient expérimenté, principalement des professeurs principaux, dans les classes de 5e à 3e, qui avaient expérimenté ces solutions sur étagère, essentiellement exploitées dans des casques virtuels à partir de vidéo 360. C'était extrêmement intéressant de voir quelles étaient à la fois la réaction des jeunes, la réaction des enseignants, et comment ces nouveaux outils viennent finalement enrichir aussi ces processus d'information à l'orientation. Alors par exemple, quel métier on fait découvrir? Dans les boîtes, il y a quoi sur l'étagère? Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, le principe, en général, c'est de travailler par thématique. Okay. Donc, on va soit rentrer par une question de société, par exemple les métiers genrés ou des choses comme ça, soit travailler par famille métier. Si on laisse les jeunes découvrir, parce qu'il y a aussi cette notion de découverte, la plupart des jeunes vont d'abord voir les métiers de leurs parents. Alors, c'est assez étonnant. Mais intuitivement, ils vont déjà aller voir les métiers de leurs parents. Alors, on pourrait se dire, soit c'est parce qu'ils ne connaissent pas les métiers de leurs parents, ce qui est quand même ce qui peut interroger, soit c'est pour valider la qualité du contenu qu'on leur propose. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je connais bien ce que fait mes parents, et du coup, est-ce que la solution est relativement fidèle? Donc, on a vu un peu les deux entrées. Je trouve que c'était intéressant de vous faire ce retour-là. Et puis, on présente à la fois des métiers de niche et peu connus, voire même des métiers de l'artisanat, métiers de bouche, etc., qui peuvent être des métiers anciens, et puis aussi des métiers d'avenir dans le domaine de l'informatique, data scientist ou autre, voilà, des métiers à venir. Ce programme-là, il a démarré il y a combien de temps? Il a démarré au début de l'année scolaire 2022-2023. C'est un peu court pour avoir de recul là-dessus. On ne voit pas si ça a encore fait naître des vocations ou pas. Alors non, ça c'est un peu court. Ce qu'on sait, c'est qu'un élève lambda de 3e, en moyenne, à la fin de sa scolarité de collège, connaît 10 à 15 métiers, de par son environnement social et familial, ce qui est très faible. On considère qu'il faudrait qu'il ait une ouverture d'esprit d'environ 50 à 60 métiers pour ensuite avoir un panel de choix plus important dans les études, et notamment les études supérieures. Et donc l'objectif de ces contenus immersifs, c'est de développer la connaissance de ces métiers. Et donc on passerait de 15 à 50, 60 l'objectif, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc là, on pourrait voir des jeunes embrasser des carrières un peu plus tôt sur des métiers qui aujourd'hui peuvent passer... Sont méconnus, oui, complètement. À quel moment vous sortez finalement de votre environnement scolaire, entre guillemets, pour faire des métiers-là, pour aller rencontrer des gens du territoire, comme l'Arbre Vert, par exemple? Alors, du coup, là, c'est l'autre volet du projet, c'est utiliser des contenus immersifs pour enrichir la formation professionnelle et faire travailler nos jeunes scolaires, on va dire du CAP au BTS, principalement c'est les niveaux visés, ou nos apprentis, dans des environnements qu'on n'a pas les moyens, pour des questions de coût, de dangerosité, de dimensionnement, etc., d'avoir sur nos plateaux techniques de formation habilitante.
habituelle. L'objet, c'est pas de faire du tout numérique, mais de venir compléter les formes de pédagogie habituelles. Et donc là, par exemple, si je prends la filière maintenance industrielle, puisqu'on est voué à travailler dans toute filière, que ce soit de l'industrie ou même du service à la personne, nous, on a voulu rechercher une chaîne de production relativement importante en termes de complexité et aussi assez visuelle en termes d'accès aux différentes fonctions de la chaîne, qu'on n'a pas, puisque généralement on fait travailler nos élèves, nous, sur des sous-ensembles qui sont bien souvent déjà consignés, ce qu'on appelle consignés, c'est-à-dire à l'arrêt, etc. Et on leur fait faire des tâches de maintenance. Or, dans la vraie vie, c'est jamais comme ça que ça se passe. On a des phases de mise en route de chaînes de conditionnement relativement conséquentes, et puis on a des pannes qui arrivent sur des chaînes qui sont en production, avec des contraintes liées à la cadence de production, etc. Et donc, on a visité plusieurs entreprises, et on a eu la chance d'être accueillis par l'Arbre Vert et Sébastien Doucet, qui nous a fait visiter plusieurs supports possibles. Et on a choisi ensemble, avec les enseignants, bien sûr, qui conçoivent les scénarios pédagogiques, une chaîne de conditionnement dont Sébastien pourra vous parler. On va lui en parler, mais du coup, le métier, la formation, c'est alors, quoi? La formation, deux filières. La filière électrotechnique, donc installateur et mainteneur, on va dire, des systèmes électrotechniques et des systèmes robotiques, et puis agent de maintenance industrielle. Voilà les deux formations principales qui vont être impactées, et avec donc un scénario en réalité virtuelle qui sera sur un niveau plus faible et qu'on pourra utiliser en collège pour confronter les élèves à des gestes métiers de base de l'agent de maintenance, pour leur faire découvrir non pas simplement par le mode contemplatif, qui est un peu quand même la limite de la vidéo 360, parce qu'on a très peu d'interaction, voire pas d'interaction. Ouais. Voilà. Leur faire découvrir une forme de réalité pour au moins attirer leur curiosité sur ces métiers-là, qui peinent à recruter. D'accord, donc vous allez vous appuyer, le point de vue éducation, pour vous, c'est dire, on prend quelque chose qui existe, on le recrée en immersif, et on va pouvoir former, s'appuyer, faire monter en compétences. Tout à fait. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise, certes, du centre du monde à Saint-Benoît, pour l'entreprise L'Arbre Vert, par exemple, c'est quoi l'intérêt de dire oui à un projet comme ça, qui, quand vous êtes 50 personnes à peu près, pourrait sembler un peu farfelu, ou même se dire, c'est pas pour nous, on n'est pas Safran, on n'est pas Naval Group, on n'a peut-être pas les moyens. Comment ça résonne chez vous quand il arrive? Ce qui est sympa, Régis Bichard, j'imagine, quand il arrive avec le projet, il dit waouh, c'est génial, mais comment on réagit quand on nous propose ça? Ouais, donc nous, on a un partenariat de longue date avec l'éducation nationale. En fait, on fait partie aussi du CLE, la comité local école-entreprise. On fait beaucoup de visites d'enseignants. Pour moi, les visites d'enseignants sont aussi riches, voire plus riches que les visites avec les élèves, parce que les enseignants découvrent nos métiers. Et voilà, et quand Régis est arrivé avec ce projet, j'ai dit ouf, c'est l'occasion de peut-être dépoussiérer le métier de technicien régleur, sur lequel on a vraiment des difficultés de recrutement, contrairement à d'autres secteurs comme Oscar. Et je me suis dit, nous, on n'a pas les moyens en tant que PME de développer un outil pour faire cette modélisation, cette formation, qui servira également en interne pour nos salariés, donc et pérenniser et empêcher la fuite de talents aussi. Et donc je me suis associé volontiers sur une ligne de production, voilà, qui souffle le bidon jusqu'à la palettisation, en passant par remplissage, vissage, étiquetage. Et voilà, et ce que j'en espère, alors c'est trop tôt pour le dire par rapport à la question, c'est que voilà, ce métier qui aujourd'hui, même aux yeux des professeurs, un métier où on doit mettre le bleu de travail et plein de graisse, il soit dépoussiéré pour que voilà, ça attire les talents, et que par cet outil qui sera développé en région, et j'espère plus étendu, faire connaître l'entreprise et dire ah ouais, dans cette entreprise, chez Quadripac, chez l'Arbre Vert à Saint-Benoît, le centre du monde, il y a un super outil sur lequel on peut venir travailler. Okay. L'objectif il est double, finalement, c'est bien de former, d'ouvrir finalement au monde, découvrir les 50 métiers, c'est ce que vous disiez, de former un peu plus précisément dans des filières type BTS, CAP ou BTS, pour vous d'utiliser en interne. C'est ça ce que vous allez pouvoir utiliser vos équipes. Aujourd'hui, c'est sur le technicien de maintenance. Est-ce que le côté électrotechnique, on pourra ajouter des couches dessus finalement? Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour former carrément l'opérateur de ligne? Oui, c'est le but. Au bout d'un moment, c'est le but. Voilà, donc on espère que la solution proposée sera évolutive, et que l'on pourra former et faire évoluer même nos salariés en interne par la montée en compétences grâce à cet outil. L'Arbre Vert, vous faites quoi? Alors moi je le sais, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas tout à fait dans la salle. Votre métier c'est? Tout le monde devrait le savoir. J'espère que tout le monde le sait dans la salle. Ils le savent tous, ils acquiescent tous, ils le savent tous. Donc on fête nos 20 ans cette année, et on produit des produits écologiques pour des produits d'entretien, donc les cibles, liquides vaisselle et autres, et des produits aussi beauté. Et on est numéro 1 en France depuis 20 ans, donc j'invite tout le monde à acheter l'Arbre Vert, un petit coup de pub. D'accord, très bien.
Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que tout à l'heure, à la fin de la première table ronde, je cherche la dame, elle est là-bas. Elle me dit on n'a pas vraiment parlé d'argent ce matin. Et c'est vrai que c'est un sujet c'est une question qu'on pourrait se poser parce qu'on voit bien, j'ai envie de dire, c'est le boulot de l'éducation nationale d'ouvrir au monde, de faire découvrir et d'investir là-dessus par rapport aux générations futures. Est-ce qu'une PME de 50 personnes, aujourd'hui, elle se dit j'ai les moyens, j'y vais, de faire de la formation immersive, de faire de l'immersif, même si vous dites ça me permettra d'éviter la fuite des cerveaux ou des talents, de les conserver sur place, peut-être d'intégrer plus vite aussi, on pourrait imaginer, les nouveaux qui intègrent, d'être plus efficaces. Est-ce que vous auriez les moyens de le faire tout seul ? Non, impossible. On ne pourrait pas faire tout seul. On n'est qu'une petite PME de 50 personnes, même si on appartient à un groupe un peu plus important. Et non, l'intérêt d'être partenaire du rectorat est justement de pouvoir... alors moi je mets au service du rectorat la ligne de production. Je mets également à disposition les techniciens, donc qui sont aussi passionnés par ce projet. Donc ça les met aussi en valeur. Mais je n'aurai pas les moyens seuls de développer un outil immersif. Donc l'outil immersif, il va fédérer, solidifier vos techniciens qui sont là, qui du coup s'engagent dans ce projet-là en plus de leur quotidien, et donc ça va, entre guillemets, les fidéliser. Est-ce que vous avez déjà détecté l'impact que ça pourrait avoir en termes d'attractivité par rapport à l'arbre vert ? Parce que l'arbre vert, le positionnement, il n'est pas trop... Quand moi je pense à arbre vert, par exemple, je ne pense pas trop aux nouvelles technologies ni formation immersive. Je suis plutôt écologie, respect de l'environnement, voilà. Est-ce que, par contre, du coup, vous allez travailler ça avec votre marque employeur, sur votre marque employeur ? Alors pour produire, il faut des outils de production donc, qui seront concernés par cet outil et cette formation. Oui, on communique autour. On fait beaucoup de communication à chaque étape. Et ça a un impact réel qu'on peut mesurer par les posts, par les réactions sur les réseaux sociaux. Donc, alors, c'est encore une fois trop tôt pour le dire, mais je croise les doigts. Et est-ce qu'on a une vraie pénurie de techniciens et une vraie difficulté à recruter. Aujourd'hui, j'ai des postes ouverts que je ne trouve pas. Voilà. Dans les techniciens de maintenance ? Dans les techniciens de maintenance. D'accord. Combien de temps il faut pour que ça tourne là ? Dans combien de temps on va pouvoir commencer à former et à mesurer ? On a monté un consortium dans le cadre du campus qui porte un plan d'action et on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir qui fait partie des plans de France Relance 2030. Et donc, la région, à ce titre-là, la région Nouvelle-Aquitaine, qui est membre de notre consortium, porte cette action de finalement conception de contenu et va en fin d'année civile 2023 faire un appel d'offres. Donc, les studios ici présents, je viens de rencontrer plusieurs ce matin, seront amenés évidemment, comme toutes les boîtes de production, à répondre. Et on commencera à avoir des premiers éléments de contenu dans le courant de l'année 2024 qu'on pourra mettre en bêta-test auprès de nos établissements scolaires. Et voilà. C'est loin, mais c'est tout près quand même, parce qu'on était là il y a un an déjà. On voit tout à fait. Ce qui peut se passer. Tout à fait. Il y a un an, la MICMA, on attendait la réponse au fait d'être lauréat effectivement de cet appel à manifestation d'intérêt, complètement. Aline Sebec, dans les saisies de France et de Navarre, est-ce qu'on tisse des partenariats avec... parce que vous êtes dans l'entreprise par l'intermédiaire de vos alternants, Contact, mais est-ce qu'on les accompagne dans le développement, dans l'intégration de ces formations immersives chez eux ou de l'immersion dans l'entreprise ? Comment ça se concrétise ? Alors ça peut être leur mission, ça l'est de plus en plus, de porter des projets immersifs. Ce qui a un bénéfice pour l'entreprise, effectivement, c'est des questions de coût. En général, ils vont travailler sur une preuve de concept qui va être relativement peu chère, en fonction bien sûr des solutions qui seront choisies. Nous, on leur montre différents types de solutions, que partir soit des moteurs de jeu, donc la base, soit maintenant il y a de plus en plus d'outils, comme vous le développez aussi, donc dit low code et no code, donc on leur montre aussi ces possibilités. Et on leur montre aussi des processus de co-création. On va créer des contenus avec eux. Parce que voilà, on pense que c'est peut-être la meilleure façon de procéder. Certes, il faut reformer les ingénieurs pédagogiques à ces nouvelles modalités, mais aussi les apprenants ont leurs idées sur ce qu'ils aimeraient avoir dans leur contenu de formation. Et il y a plein de bonnes idées qui viennent d'eux. Donc on les fait remonter, on les fait travailler avec nous sur des projets qui vont souvent commencer, initier, et nous on va pouvoir les amener plus loin. Vous avez parlé de jeu, vous avez prononcé le mot jeu, d'accord ? On en parlait tout à l'heure. C'est un élément déterminant par rapport aux nouvelles générations, parce qu'on parle de la pénurie des métiers. Il y a peut-être un problème de formation, d'ouverture qu'on traîne et qu'aujourd'hui on est en train d'essayer d'enrayer. Mais est-ce qu'il y a aussi ce besoin qui, selon vous, des nouvelles générations, des aides, dont fait partie monsieur, de nous dire il faut qu'on s'amuse au travail aussi, il faut qu'on trouve quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous ressentez ou parce que vous les avez sous la main quand même ? Oui, alors c'est important de pouvoir les capter, d'avoir des scénarios assez riches.
une profondeur de scénario pour du coup avoir différents possibles et pas être complètement guidé dans la réalisation d'un scénario justement trop procédural et très, très figé. Ça, effectivement, il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Après, les gamers, ils vont pouvoir, peut-être, il y a une certaine criticité aussi qui va venir, parce que parfois, les contenus professionnels, ils n'ont pas tout à fait le même look, les jolis reflets, etc. On ne va pas forcément miser sur le rendu photoréaliste, et donc, du coup, on peut avoir des retours assez brutaux. Il faut faire attention, justement, aussi à tout ce qui est fluidité d'expérience, parce qu'ils sont habitués à des choses qui vont très vite et qui sont très fluides, alors qu'ils ne sont pas du tout évidentes à reproduire, et c'est pas forcément non plus notre finalité. Donc ça peut être à double tranchant, mais donc du coup ils ont aussi pas mal l'habitude de consommer des contenus, un petit peu moins d'en créer, et c'est ça qu'on les pousse à faire. Et peut-être pas d'être acteur non plus. Ouais. Et d'être acteur non plus. Ils ont quel âge les opérateurs de votre équipe là, qui se fédèrent autour de ce projet et qui accompagnent? Quel âge ils ont? Ils ont entre 40 et 45 ans. Ah, ils sont pas dedans, hein. Non, ils sont pas dedans. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour faire cette distinction d'âge. Non, poil à gratter, poil à gratter. Hein. Ils sont pas dedans quand même. Ils sont pas dedans, mais on a de grandes difficultés à attirer les jeunes et à faire rester les jeunes. Donc j'espère qu'en apportant de nouvelles technologies, malgré qu'on ait des chaînes entièrement automatiques avec de la robotique et autres, j'espère qu'on arrivera à rendre ce métier plus attractif. Mais apprendre en s'amusant, voilà. Ouais, donc et travailler aussi en s'amusant. Vous intégrez quand même cette notion de plaisir, finalement, à travers le jeu dans le boulot, en disant pour la nouvelle génération qui arrive, il faut que j'intègre ça. Je crois qu'on n'a pas le choix. C'est ça, ouais. Les effectifs chez vous, c'est tous des gamers? Oui, alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai mes parents et mon frère. Donc mes parents évidemment cassent la moyenne de la société. Ils la font bouger sensiblement. Quoi. Ouais. Mais oui, pour moi, on a quand même du profil gamer en pagaille. D'accord. Et chez Safran, les techniciens qui interviennent sur les moteurs, parce que c'est quand même sérieux, je me vois mal monter dans un avion avec un moteur visité par un gamer. Moi, non, il n'y a pas de gamer. Non, justement, il y a très peu de gamers. Il y a très peu de gamers. Et nous, dans ce qu'on fait, on est aussi obligé un peu de former le client aussi à ces usages-là. C'est-à-dire, il faut les mettre un petit peu à travailler avec ces nouveaux outils. Hein, et ils sont demandeurs. Par contre, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Du coup, pour vous, hein, ouais. Précisément, Oscar, c'est l'immersif, c'est le passage obligé. On peut pas. Alors, c'est votre business aujourd'hui, évidemment, mais si je devais recruter aujourd'hui, je suis obligé de faire de l'immersif. Si je veux être sexy, visible sur le marché, identifié. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Alors moi, je pense que c'est plutôt le passage déjà à l'immersion totale. C'est-à-dire l'immersion totale, c'est-à-dire d'utiliser des outils immersifs pour les moyens généraux, pour la prod, pour la formation, pour tout. Enfin, je pense que c'est un raisonnement global qui, au final, coûtera moins cher. On aura un retour sur investissement meilleur que les pratiques qu'on a actuellement. Et là, pour moi, la formation est une brique en fait de cette demande-là de numérisation totale. Et sur laquelle on peut répondre facilement à partir du moment où il y a la donnée. Entreprise privée, investissement, retour sur investissement, comment on mesure ça? Vous avez des indicateurs pour mesurer ça? Parce que je pourrais demander ça à ma droite, à Régis Bichard, mais il va me dire, moi je suis là pour porter la bonne parole, donc finalement on n'a pas forcément, vous n'avez pas une obligation de retour un peu? Vous avez des indicateurs? Ah bon, on va y venir, tiens. Alors entreprise privée, on va opposer ça, tiens. Ce qui est compliqué, c'est que par exemple, je sais que Safran avait pour projet de faire les maquettes BIM, par exemple, donc reproduire les bâtiments en 3D. Alors, reproduire un bâtiment en 3D, je ne sais pas, peut-être c'est 100 000, et reproduire tout ce qui est en mobilier à l'intérieur, en machines, etc., on va dire c'est 100 000 de plus. Sauf que dans les deux cas, alors soit on a payé 200 000 et on a quelque chose où on peut répondre à tout un tas de métiers de l'entreprise, et auquel cas ça s'amortit très bien, soit on a fait une dépense qui ne concerne qu'un seul des métiers de l'entreprise, et qui du coup se retrouve à être une dépense importante. Donc la logique, c'est de dire, on va redonner une donnée numérique qui va servir à tout le monde. Et on remet d'accord tous les métiers de l'entreprise. Dans l'entreprise, ouais. Ok. Alors, c'est quoi vos indicateurs? Alors d'abord, comme on est quand même dans l'utilisation de fonds publics qu'on contractualise finalement avec l'État, avec la Banque des Territoires en particulier, on contractualise sur des indicateurs de résultats et des indicateurs d'impact. Alors le plus simple, le plus basique, je dirais, c'est le nombre d'élèves formés, c'est-à-dire sur le nombre d'apprenants, d'apprenants, puisqu'il s'agit d'élèves, d'apprentis, voire de salariés, de stagiaires de la formation continue, qui donc entre guillemets passent par les mailles de la transformation de la formation avec ces outils numériques. Donc on s'est engagé sur un nombre minimal
d'apprenants qui vont bénéficier de ces outils, mais aussi on s'est engagé sur des indicateurs plus qualitatifs qui permettent de mesurer justement l'effet transformant par rapport à l'acquisition de compétences. Alors là, on marche plus sur des œufs, parce que ça rejoint la question de ce matin, des data, etc. Et on a encore, à mon avis, pas suffisamment de recul pour avoir un processus stabilisé, pour mesurer la vraie plus-value. Il faudrait rentrer, mais ça commence à se faire. Alors, on ne le fait pas, nous, dans le projet explicitement, par des labos de recherche, je pense au CERCA, sur l'Université de Poitiers en particulier, qui mesurent l'impact de la formation immersive. Et je sais qu'ils travaillent sur des projets de simulateurs de conduite de vendangeuse, par exemple. C'est régional, voilà. On l'avait vu l'année dernière. Avec des groupes témoins. Présenté voilà, l'année dernière. Tout à fait. Ils étaient là sur le donc on peut quand même maintenant accéder à la plus-value, je dirais, formative. Alors, on sort un peu de la question sur l'attractivité des métiers, mais sur la plus-value formative de ces environnements. Je voulais réagir sur l'aspect gaming. Oui. C'est évidemment une des questions qu'on a posées aux enseignants de collège, qu'on a vu la semaine dernière. Et alors, de manière étonnante, parce que nous, on était persuadés que l'entrée jeu, technologie moderne, je vais dire, enfin voilà. Et en fait, apparemment, les élèves de 4e ou 3e ont vite dépassé ce sujet-là. C'est pas forcément ce qu'ils cherchent. Par contre, vivre une expérience et travailler sur « je ressens une émotion pour apprendre », ça semble être, et ce matin ça a été bien expliqué je trouve dans la keynote, ça semble être le levier principal plutôt que de jouer. Ils font bien la différence entre jouer et vivre une expérience pour apprendre. Donc on revient bien dans l'outil, finalement, le moyen de l'immersion qui permet effectivement de recréer un contexte qui va aller chercher l'émotion. Et qui est enrichi. En fait, on enrichit le présentiel. Moi, j'aime bien parler de présentiel enrichi, parce que dans tout ce en tout cas dans le projet du campus, on n'est pas sur de la formation à distance. On a parlé un peu d'e-learning ce matin, etc. On est sur un présentiel enrichi par les technologies immersives, d'où la médiation nécessaire avec le formateur, évidemment, avant, après, etc. Si on parle de la découverte des métiers, ces séquences en exploitation de vidéo 360 ou de vidéo 3D, elles peuvent être préparatoire à la visite d'une entreprise sur les mêmes thématiques ou au contraire exploiter une visite d'entreprise pour voir un champ métier, un panel de métiers. C'est toujours complémentaire d'une autre pratique finalement. Vous avez d'autres projets que celui de l'arbre vert sur la région? On travaille, en fait, on s'est engagé sur 7 thématiques. Donc, on va avoir de l'industrie 4.0, on va avoir du bâtiment, on va avoir du maintien de personnes âgées à domicile, vous voyez, si on change complètement. Et puis, Eureka Tech, qui est dans notre consortium, va travailler également sur deux EIA, 2 familles d'EIA, qui vont répondre à des besoins d'industriels de la région, qui n'ont pas encore été listés et établis, mais qui le seront dans le cadre du projet là, qui se déroule sur 5 ans. Donc on aura 9 thématiques d'environnement immersif d'apprentissage qui vont décliner chacun plusieurs scénarios avec plusieurs niveaux de formation. Et donc on va commencer à constituer un corpus intéressant du point de vue de la formation pro en termes de production régionale. J'imagine que quand on est directeur d'une entreprise, c'est une fierté de porter un projet comme ça, d'être précurseur, parce que c'est le premier, on est d'accord? Dans l'éducation nationale et partant de l'éducation nationale, oui. Vous êtes le premier. Comment réagissent les salariés de l'Arbre Vert? Parce que j'imagine que vous leur avez partagé ça, dire tiens, on va faire de la formation immersive, on va modéliser une chaîne. Ils ont dit quoi? Ils sont dans l'attente, ça. Ils sont dans l'attente, ils ont envie de découvrir, ils ont envie de voir, et c'est pour ça que les techniciens qui accompagnent les professeurs des lycées pro là, sont super motivés et toujours disponibles pour aider à avancer sur les scénarios. Et voilà, donc ils sont dans l'attente, oui. Vous avez l'impression que ça leur a remis un coup de boost, un sentiment d'appartenance un peu à la boîte, de dire on bouge, ma boîte bouge, finalement elle fait des trucs nouveaux, elle vit avec son temps, parce que ça aussi ça peut participer aux problématiques de recrutement, d'attractivité, de marque employeur. Ouais, c'est quelque chose que vous ressentez déjà? Oui, on le ressent déjà, et voilà, ce que j'espère c'est que l'effet de cet outil aura un impact justement sur les futurs candidats qui viendront ou qui pourront venir travailler chez moi. Quand on fait de la recherche, il faut combien de temps pour sortir les premiers effets? C'est une question tordue, question tordue. D'après vous, ça fait combien de temps que CESI a intégré ça, par exemple, la formation immersive? Depuis combien de temps vous avez ça chez CESI? Moi, ça fait 2 ans et demi que j'y suis, mais ça fait... Parlez bien dans le... Ouais. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis chez CESI, mais ça doit faire au moins 5 ans qu'ils ont intégré, en termes de recherche, en tout cas, qui a créé les premiers contenus. Donc, nous, on travaille aussi sur des réponses à des appels à projets. D'ailleurs, on est lauréat du même. Et du coup, on peut avoir des résultats grâce à ces nouvelles solutions on peut avoir des premiers contenus en moins d'1 an maintenant. Mais avant, c'était effectivement des échelles plutôt annuelles pour avoir des premiers simulateurs qui tournaient avec des effets un peu intéressants. Ça veut dire que si les équipes de Eureka Tech qui organisent cette journée font la 3e l'année prochaine, il n'y a pas de raison. On aura déjà des retours et on aura déjà avancé. 1 an, c'est un temps très long finalement, enfin très court mais très long dans l'évolution de l'immersif. Donc
Aujourd'hui, vous n'avez pas de sensibilité, pas de retour, pas de chiffres. Vous avez rien récupéré par rapport à ça, de ce que ça a pu provoquer ou de ce que ça aurait pu générer dans les entreprises ou chez les apprenants? Pas vraiment. Alors nous, on travaille sur des thématiques très variées. Là, tout de suite, une métrique, je vais y réfléchir. Nous, on a des travaux de recherche, mais qui ont porté sur des sujets un petit peu différents, sur la création d'environnements virtuels pour susciter la créativité. Okay. On travaille aussi sur les soft skills, pas seulement sur les hard skills. On ne les a pas ignorés. Hein, d'ailleurs. Dès ce matin, on l'a dit, quand on parle d'émotion et de savoir-être, il y a la compétence, il y a le savoir-faire, on décompose un moteur, mais en situation d'urgence, finalement, et c'est aussi tout l'intérêt qu'on voyait ce matin de l'immersif, c'est de dire, quand ma chaîne, elle tourne, qu'il y a derrière le patron qui dit hey, les cadences, il faut que ça tourne, comment je réagis, comment je me comporte, c'est aussi l'intérêt de tout ça. Comment on communique là-dessus au niveau de la région, par exemple? Parce que vous allez à la rencontre des collégiens, plutôt c'est là que ça commence, on voit 5e, 4e, 3e. Il y a un choix stratégique de formation qui s'opère à la fin de la 3e, peut-être pour certains. Moi, je serais impatient, si j'étais à votre place, finalement, de commencer à mesurer les premiers effets. Alors, je suis impatient. Alors, ce qui prend beaucoup de temps dans nos institutions, c'est toutes les procédures administrative d'accès au financement. Par exemple, pour la MICMA, il faut constituer le consortium, conventionner avec la Caisse des dépôts, ça s'est fait, signer l'accord de consortium. Et lorsque vous avez des acteurs publics, eh bien, ces accords de consortium sont forcément soumis aux assemblées qui délibèrent, donc en particulier l'Assemblée du Conseil général ou du Conseil départemental pour ce qui nous concerne, parce que le département de la Vienne est aussi membre du consortium. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce retard à l'allumage que tout le monde regrette, mais parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va avoir accès au financement fin de l'année civile 2023, alors qu'on a été le lauréat et notifié fin de l'année civile 2022. Donc vous voyez, 1 an pour mettre en place les procédures. Du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Je veux savoir quand est-ce qu'on va pouvoir mesurer les premiers effets pour l'impact. Alors, nous, on a un volet très important, c'est sur la formation des enseignants, parce que justement, pour mesurer les effets et les impacts et mesurer la manière dont les enseignants s'emparent de ces outils, il faut les accompagner, on l'a dit beaucoup ce matin. Hein. Enfin, nous, on est très sensibles à veiller à l'acceptation de l'enseignant et à éviter qu'en fait, effectivement, ils ne craignent de disparaître avec ces nouveaux outils. Sur l'Académie de Poitiers, l'année prochaine, on ouvre pour environ 150 places de formation pour faire découvrir ce que c'est que les environnements immersifs d'apprentissage. Donc on a constitué un groupe formateur de formateurs et on a une première salle de formation avec des outils de réalité virtuelle au lycée pilote innovant international du Futuroscope, qui est notre un peu lycée tête de réseau sur Poitiers, avant qu'on ait d'ici 2025 un lieu d'incarnation un peu plus ouvert qui sera dans le parc du Futuroscope, puisque le pavillon historique du parc, qui est celui avec la boule ajourée et le prisme en verre, va être complètement reconditionné pour accueillir le pôle numérique pour l'éducation et la formation, au sein duquel le campus incarnera la dimension de la formation professionnelle. Voilà, donc on vous invite. Quand même la chance d'être dans une région qui est hyper dynamique, on l'entendait ce matin, sur ces sujets-là en tout cas. Complètement. Et qui est motrice, enfin qui tout à fait. Et je voulais rebondir aussi sur le fait de la disponibilité des techniciens et puisque ça a pu changer dans l'entreprise, pour vous témoigner aussi ce que ça peut changer dans des équipes enseignantes. On a fait pas mal de journées d'immersion, on en est presque à un peu plus d'une semaine maintenant, si on cumule tout pour les équipes pédagogiques qui écrivent ces scénarios de réalité virtuelle. Et il y a un scénario qu'on a choisi parce que c'est très particulier, c'est quand on lance la ligne de production, eh bien on la lance le lundi matin, une seule fois par semaine, et ensuite vous travaillez en 3-8, je ne crois pas me tromper, Sébastien, tout au long. Bon, et il y a des opérations qui, du point de vue du technicien de maintenance ou du conducteur de ligne, sont extrêmement intéressantes, qu'on ne peut jamais mettre en œuvre en réalité, avec ce niveau-là en tout cas de complétude. Et les enseignants, on leur a dit, c'est à 5h moins le quart le lundi matin, et j'ai 2-3 enseignants qui sont allés à 5h moins le quart vivre l'expérience pour pouvoir ensuite la retraduire en scénario pédagogique. C'est pour vous dire aussi que ça permet de redonner du sens à l'activité de production de ressources pédagogiques de nos professeurs, de s'impliquer dans ce type de projet. J'ai été presque le premier surpris. Voilà. Allez-y. Non, mais je rebondis parce que on a aussi une image, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle d'enseignants. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Mais moi, ça me remet confiance vis-à-vis de l'équipe enseignante quand je vois la motivation sur le projet. Et ça, voilà, j'en suis vraiment ravi. On a déjà pu échanger à ce sujet. Pour l'instant, ils ne partagent pas ça avec les élèves, avec les apprenants. Personne ne le sait. D'accord. On ne sait pas encore quel impact ça va avoir chez les apprenants aussi, si ça va être la même chose, ça va fédérer pareil. Oui et non, c'est-à-dire que des solutions sur étagère,
Acheter chez des éditeurs, oui, on en a. Et on a fait un premier POC, si j'ose dire, qui était, dont je vous avais parlé, je crois, l'année dernière, qui est un jumeau numérique d'un réacteur de synthèse sur les métiers de la chimie, qu'on a réalisé d'ailleurs avec l'entreprise ITK, qui est une entreprise locale d'Angoulême, et qui nous a donné en fait le lancement pour déposer notre projet qui a été validé là, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Voilà. Donc on a déjà des choses qui tournent dans les établissements, mais pas produites par le campus. De votre expérience, Oscar, est-ce que vous savez si Safran utilise, ou est-ce que vous utilisez ça, par exemple, pour faire visiter une usine, pour dire, tiens, si tu bossais chez Safran, parce qu'on peut, par la technique immersive, finalement, aller visiter une usine, ou visiter un moteur, on pourrait presque rentrer dans un moteur, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé pour devenir attractif ou pour casser l'image ferraille, graisse, bruit Alors je sais que je suis pas certain que ce soit utilisé en tant que tel. Maintenant, je sais que moi c'est utilisé pour échanger, pour que les équipes échangent entre elles, entre le Mexique, Paris, etc. Et donc voilà, il va y avoir ce partage où on rentre dans la maquette 3D et on explique ce qu'on va faire. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire pour de la formation. C'est exactement la même chose, hein. Mais j'ai pas connaissance qu'ils utilisent ça aujourd'hui. Ça veut dire que demain, je pourrais rentrer sur un chantier, finalement, et voir quel corps intervient, quel corps du bâtiment intervient à quel moment, et ce qui fait ça, pour faire naître des vocations. Oui, tout à fait. Les technologies immersives par casque nous permettraient de faire des visites virtuelles d'entreprise. On a commencé d'ailleurs à l'évoquer avec l'UMM, pour rien vous cacher, dans le cadre des partenariats et des liens qu'on a avec le campus. Et sans tout vous dévoiler, on aura un espace immersif taille réelle, mais cette fois-ci sans casque, type plutôt cave, si ça vous parle, donc multiface, hein, avec de l'image 3D ou pas, on n'a pas encore tout à fait un peu la choisi. technique qu'utilise Naval Group, hein, dont on parlait ce matin. Tout à fait, qui permettra au groupe d'élèves, c'est parce que l'intérêt du cave, c'est de pouvoir être à plusieurs dans l'immersion, dans l'image, hein, dans le contenu, voilà. De pouvoir, l'idée c'est qu'on en fasse en partie des visites d'entreprise virtuelles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui déplacer des élèves ça coûte cher, c'est pas forcément éco-responsable en termes de transport, etc. Et pourtant c'est un élément complémentaire de la découverte des métiers par les autres outils dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est forcément nous un usage qu'on va avoir en découverte des métiers, oui tout à fait. Qui devrait participer à développer l'attractivité, à démystifier certains métiers, ouais, et à favoriser peut-être le recrutement. Bon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, parce que les entreprises qui sont, en tout cas sur le territoire avec ailleurs, peinent à recruter sur certains métiers. On en est bien conscient. Ok, oui, j'imagine. Vous êtes conscient. On a un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous fait naître des questions? C'est le moment, je regarde David, c'est le moment de vous venger, hein, par rapport à la question de ce matin, si vous voulez venger. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou envie d'approfondir quelque chose avec nos intervenants qui nous font la gentillesse de partager leur expérience? Et ce que je trouve très intéressant cet après-midi, hein, comme ce matin, c'est la confrontation des points de vue. C'est aussi l'écart qu'il peut y avoir entre une boîte de 18 personnes et Safran, le mastodonte, et puis de voir que effectivement au centre du monde, il y a une PME de 50 personnes qui est en train de miser là-dessus pour refédérer ses équipes. Ça donne du sens. Que c'est aussi un sujet d'enseignement pour l'éducation, en tout cas pour l'ouverture au métier, c'est ce que vous disiez, pour arriver à ce qu'un collégien en fin de collège puisse connaître 50 ou 60 métiers. De voir qu'après, dans les formations d'après, on s'appuie aussi au niveau ingénieur, parce que vous êtes plutôt au niveau ingénieur, Bac plus 4 et Bac plus 5, à saisie. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que est-ce qu'il y a un entrepreneur dans la salle qui se dit mais faut absolument que Régis Bichard vienne chez moi parce que moi je veux modéliser une ligne aussi, je veux participer à faire connaître mon métier? Non? Ça évoque pas de vocation? Ça pourrait être chouette, ça, non? Régis, ça pourrait être chouette, ça? Oui, bien sûr. De toute façon, on a besoin. Pas sûr. L'idée, c'est de mettre ce monde professionnel dans nos établissements et de prendre ça comme support. Vous parliez de Recatec tout à l'heure. On a la chance d'avoir le président de Recatec qui est là, Denis Luttard. Un enjeu de formation qui n'existe pas sur la conduite de machines de pause CMS sur la région. Et je pense que là, il y a quelque chose à créer, notamment dans le cadre de l'appel à projet. Tout à fait.
C'est tout à fait possible, puisqu'il y a des thématiques qui sont encore complètement ouvertes et qui sont faites pour répondre aux besoins des industriels sur la région. Donc, alors, on parle d'électronique, du coup, c'est facile de faire le lien entre l'électronique, l'immersif, la 3D, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une limite dans tout ça? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont impossibles à visiter? alors, ce matin, on a parlé un peu des deux types finalement d'objectifs sur les formations immersives, soit des savoirs procéduraux, et moi je trouve que ça vraiment, ce qu'on développe, en tout cas nous, l'objectif c'est de développer des savoirs procéduraux. La limite, c'est certains gestes professionnels. Alors, on parlait de simulateurs, tu en as parlé, simulateurs de peinture, etc. On a des simulateurs de soudure qui sont bien faits, mais on a quand même certains gestes professionnels où moi, personnellement, je trouve qu'on est encore très, très éloigné parce qu'on n'a pas le retour haptique suffisant, on n'a pas le vrai environnement. Et donc, la limite pourrait être celle-ci, selon moi, une des limites en tout cas. C'est que pour certains gestes professionnels, rien ne remplace le vrai support, le support réel, et de ressentir, enfin, je veux dire, la taille de pierre ou autre, voilà, il faut ressentir le matériau, c'est quelque chose qui se vit aussi en réel. D'accord. Donc, ce n'est pas la solution à tout. Pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, dans l'état actuel, des techniques et des choses que j'ai pu découvrir. Maintenant, les choses se développent aussi très vite. Aujourd'hui, on a besoin encore de manettes, de choses comme ça pour interagir. Demain, et peut-être pas après-demain, on va agir avec nos mains sans avoir plus besoin de... Voilà. A priori, c'est tout près de ce que disaient tout à fait. les intervenantes ce matin. On y est. Quand on est chef d'entreprise ou dirigeant d'entreprise, on essaye de regarder, de se projeter. Donc ce projet-là, il est en route. Est-ce que vous avez imaginé intégrer l'immersif à un autre niveau dans votre entreprise? Dans l'immédiat, non. Pas encore. Mais pourquoi pas? On a des unités de fabrication, pourquoi pas? Mais dans l'immédiat, le besoin prioritaire, il est sur ces métiers. Et c'est là en plus qu'il y a les scénarios les plus intéressants pour divers sujets. Donc, non, dans l'immédiat, en tout cas, j'y ai pas réfléchi. D'accord. Écoutez, peut-être que ça va vous faire net. Non, parce on parle d'électronique, mais finalement, il peut y avoir autre chose qui peut venir. Oscar, c'est quoi l'avenir pour vous demain? C'est quoi du coup? Qu'est-ce qui va changer? Parce que Safran, c'est un de vos clients, j'imagine. Oui. Il y en a d'autres. Est-ce que vous déployez la même technologie chez d'autres clients, peut-être à échelle un peu plus petite? Alors on essaye, mais on a vraiment du mal parce que engager dans une mutation aussi importante dans un groupe comme Safran, pour nous c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui on attaque un groupe où il y a 320 usines dans le monde. Donc là aujourd'hui on attaque la 8e usine. Voilà, on a une croissance comme ça, c'est un peu... on a du mal à sortir de Safran, quoi. Mais par contre, voilà, on recherche effectivement à sortir et d'aller sur tout type d'industrie possible, quoi. Est-ce que donc là, il faut aller vous voir pour si on veut faire le partenariat formation entreprise, il faut y aller. Est-ce qu'on peut, si on est entrepreneur aujourd'hui, si on est une entreprise, est-ce qu'on peut aller voir le CESI aussi pour chercher des apprentis, évidemment, d'accord, des alternances, ça c'est toujours intéressant. D'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de combien d'alternants se consacrent à ces projets-là? Parce qu'on disait ce matin, il y a des métiers qui sont en train de naître. Des nouvelles postures. Est-ce que c'est encore une phase émergente ou on est déjà dans le dur de tous ces gens qui vont porter ces projets immersifs dans les entreprises intérieures? Alors, on ne les a pas regroupés, mais c'est vrai qu'à chaque événement de ce type-là, j'ai échangé avec plusieurs exposants. Il y en a plusieurs qui m'ont dit on a un alternance saisie. Donc ils sont déjà à l'œuvre avec des compétences informatiques ou des compétences d'ingénierie. Et pour les entreprises qui viennent nous voir, nous on a différentes aussi offres d'accompagnement qu'on peut proposer. On a des partenariats avec des entreprises, beaucoup d'offres de solutions dont on va venir évaluer les solutions avec nos apprenants et faire des retours d'expérience parce qu'on fait énormément de veille, de benchmark pour sélectionner les solutions les plus pertinentes. Ça évolue très très vite avec des nouvelles possibilités. Oui, on parlait de suivi de mouvement, on parlait de récupération d'analytique, d'apprentissage. Donc on suit tout ça, c'est assez prenant. Et du coup, on travaille directement avec des entreprises, pas mal des jeunes entreprises innovantes ou lead start-up qui ont besoin de retour un peu plus terrain, et donc on travaille avec eux là-dessus. C'est pas réservé aux startups, on est d'accord? Non, pas du tout. Non, parce qu'on pourrait faire le raccourci assez vite finalement, se dire voilà, si j'ai une entreprise qui est un peu plus traditionnelle ou industrielle, qui fait du conditionnement et des produits, ça me concerne pas. Si, on travaille avec toute taille d'entreprise. Il y a des pistes. Justement, peut-être on vise peut-être plus des PME qui vont justement peut-être pas avoir les moyens de développer seuls,
comme on a pu l'évoquer, qui vont avoir besoin d'un partenaire. Nous, on a aussi cette pratique de répondre à des appels à projets. On a la force d'avoir 25 campus, on a la force d'avoir des enseignants-chercheurs sur ces thématiques-là. Donc, on peut mettre à disposition, aux besoins, des compétences assez variées et complémentaires. Est-ce que vous pensez que dans un an, on aura des chiffres, on aura des bons indicateurs à mettre en évidence ou pas? Il insiste. Hein. Mais oui, parce que ça fait naître de la J'espère, patience. sinon je pense que je ne serai plus devant vous, je serai déjà licencié, donc j'espère fortement. Non, oui, bien sûr, on aura des retours d'expérience en classe l'année prochaine, c'est évident. Oui, tout à fait. Parce qu'il va falloir un peu de temps quand même pour que les métiers... cette pénurie aujourd'hui de recrutement qu'on a, elle va pas, malheureusement c'est un élément, mais ça ne va pas solutionner tout ça du jour au lendemain, donc il faut rien lâcher et il faut continuer. On a bien vu l'intérêt que ça peut avoir pour les entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, de redonner du sens, de refédérer une équipe, d'ouvrir finalement les yeux de nos étudiants ou de nos enfants même carrément sur des métiers qui ont pu passer un peu à la trappe. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Merci Aline Beck, je le rappelle, vous êtes enseignante-chercheur au CESI de Nanterre, c'est ça, n'est-ce pas? Merci Régis Bichard de revenir pour la 2e année consécutive. On compte sur vous pour la 3e. On met une petite pièce chez Stéphane et tout ça pour dire, parce que je veux ces chiffres l'année prochaine. Je viendrai vous écouter. En tout cas, vous êtes le directeur opérationnel CMQ et vous avez tissé un lien fort dans un projet avec l'Arbre Vert. Merci Sébastien Doucet de nous avoir rejoint, présenter l'Arbre Vert, une entreprise qui pour moi ne faisait rien d'électronique et faisait rien d'immersif. Et on voit que c'est possible, donc ça c'est chouette. Et merci beaucoup Oscar Linares, en tout cas, de nous en partager l'expérience de votre structure à taille humaine, d'une personne qui travaille pour un grand groupe et qui met finalement tout ce savoir-faire de jeux vidéo au service de projets avec des moteurs qui d'ailleurs, vous le disiez en préambule, on ne l'a pas redit, des moteurs qui ont plus de 90 ans, c'est ça? Oui, alors là le best-seller de l'aéronautique c'est le CFM 56, je crois qu'il a été mis en service en 82, je crois, si je dis pas de bêtises. L'arrivée de la CFAO c'est 95, hein, on va dire à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, donc on est sur des produits qui n'ont pas été dessinés avec un ordinateur. Donc c'est, mais qu'on va entretenir, voilà. En tout cas, et maintenir entretenir encore pour 20 ans. Avec de l'immersif. Donc il y a toujours ce vrai besoin-là, c'est-à-dire déjà de capter la donnée, c'est-à-dire de restituer quand même une donnée numérique aux gens qui voudront passer à l'étape d'après. Merci, en tout cas, merci à tous les quatre. Merci à Eurekatech d'avoir organisé cet après-midi. Ouais, vous pouvez les applaudir, c'est très gentil. Évidemment, ils vont être disponibles si vous avez envie de partager avec eux et d'approfondir un peu.